On va parler de la sensibilité des animaux de consommation. Donc, par animaux de consommation, on entend les animaux qui sont élevés pour la production de denrées alimentaires, comme la viande, le lait et les œufs, ou la production de denrées matérielles, comme le cuir, la laine, la soie, etc. Donc, on va essayer d'inclure tous ces animaux dans cette présentation, même si c'est évidemment un thème très très large, donc on ne pourra pas tout regarder, mais je vous invite à lire mon livre sur ces questions si vous le souhaitez, où j'aborde justement un peu toutes ces questions. La réglementation relative aux animaux de consommation, et notamment la prise en compte de leur sensibilité, a pu avancer grâce d'une part aux travaux scientifiques qui ont pu démontrer que les animaux ressentent des émotions et peuvent éprouver des souffrances physiques et mentales. Donc on a vraiment besoin de la science et des biologistes à côté du droit pour faire justement évoluer les choses. Cette notion de sensibilité, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas forcément de définition, en tout cas il n'y a pas de définition juridique à l'heure actuelle, donc qu'est-ce qu'on fait entrer dans cette notion-là? On ne le sait pas encore. On a la référence au bien-être animal, où là encore on ne sait pas trop ce que ça prend en compte, mais on a un rapport Brambell qui avait défini ce qu'on appelle les 5 libertés, qui a été repris également par l'Organisation mondiale de la santé humaine, et d'autres organisations internationales pour essayer d'encadrer juridiquement cette notion de bien-être animal. Donc ces 5 libertés, c'est l'absence de faim, de soif, de malnutrition, l'absence de peur et de détresse, l'absence de stress physique ou thermique, l'absence de douleur, de lésions, de maladies, et la liberté d'expression d'un comportement normal pour un animal d'une telle ou telle autre espèce. Donc évidemment, on rappellera les 2 articles. L'article L214-1 issu de la loi de 1976 et l'article 515-14 du Code civil issu de la loi de 2015 qui reconnaissent cette sensibilité de l'animal, donc qui inclut évidemment les animaux qu'on élève pour la consommation. Il y a aussi le droit de l'Union européenne qui encourage les États membres à s'engager pour prendre en compte les exigences de bien-être animal dans les établissements d'élevage. Et puis on a cette directive européenne de 1998 qui définit les normes minimales pour la protection des animaux dans les élevages lors du transport et de la mise à mort. Puisqu'évidemment, quand on parle d'animaux de consommation, on va partir de l'élevage, de leur transport et de leur abattage. Donc comment en fait est pris en compte cette notion de sensibilité, de bien-être dans les animaux de consommation à tous les stades de l'élevage à la consommation, enfin, à la production du produit final donc de l'animal. Donc on va essayer de faire un état des lieux de la réglementation actuelle et voir un petit peu quelles sont les évolutions et prospectives auxquelles on peut s'attendre prochainement. Donc on va déjà commencer par regarder un petit peu la sensibilité des animaux de consommation pendant leur élevage. Et là, il y a 2 degrés de réglementation. Il y a les normes générales qui sont applicables à tous les élevages et on retrouve la directive de 98. Donc cette directive s'applique à tous les animaux, y compris les poissons, qui sont élevés ou détenus pour la production d'aliments ou de denrées matérielles, comme la laine, la peau ou la fourrure. Donc se fondent sur les 5 libertés qu'on a vues précédemment. En France, nous avons l'arrêté de 1982, modifié, qui, pareil, rappelle que les éleveurs doivent maintenir les animaux en bon état de santé et d'entretien. Et on a cette annexe 1 qui va prévoir les conditions d'hébergement, de nourriture, l'accès à l'eau, etc. L'accès éventuellement à un plein air également. Donc en complément de cette réglementation fixant des normes générales, on a certaines directives et arrêtés ministériels qui vont garantir la protection de certains animaux d'élevage, donc par catégorie. Et là, on va retrouver la directive et l'arrêté de 2002 sur les poules pondeuses, par exemple, qui a prévu l'aménagement des cages. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, c'est 750 cm² par poule minimum, donc c'est la taille d'une feuille, je crois. Avec la loi Egalim, en 2018, normalement on a une interdiction de nouvelles constructions de cages. Par contre, encore une fois, on attend le décret d'application, et tant qu'on ne l'aura pas,
ça va être un petit peu compliqué d'appliquer cette loi Egalim de 2018. On a d'autres directives et arrêtés ministériels qui s'appliquent pour les veaux, par exemple, qui vont obliger, par exemple, à les élever en groupe. Voilà, on ne peut pas élever les veaux de façon isolée. On a ensuite pour les canards gros, donc là c'est grosse spécialité française, l'arrêté du 21 avril 2015. C'est un arrêté qui est très très court. Voilà, on a ensuite une recommandation du Conseil de l'Europe de 1999 qui va encourager en fait la réalisation d'études sur le bien-être de ces animaux et la recherche de méthodes alternatives n'impliquant pas la prise d'aliments par gavage. Et il y a une charte européenne également et une démarche par le MIG Confiance. Donc tout ça, c'est les engagements, parce qu'il y a 5 pays aujourd'hui dans l'Union européenne qui produisent du foie gras. Donc la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne, la Hongrie et la France. Et ont essayé de mettre en place 12 principes, comme celle d'interdire les émotions négatives des canards. Alors, encore une fois, je ne sais pas trop à quoi ça correspond dans la pratique. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Ensuite, on avait pour les animaux de fourrure, c'est un arrêté de 2001, pour les espèces de bisons d'Europe et de bisons américains des plaines. Donc là, pareil, les installations doivent garantir le bien-être des animaux. Voilà, donc, on le verra plus tard. Certains pays ont déjà interdit ce genre d'élevage. La France en fera partie pour 2025. Et on espère que personne ne reviendra sur cette annonce. Ensuite, il y a d'autres filières agricoles qui ne font pas l'objet de dispositions spécifiques. Donc là, on va juste appliquer la réglementation qu'on a vue tout à l'heure générale. Donc là, il y a la filière équine, par exemple, mais aussi les poissons d'élevage qui ne bénéficient pas de réglementations qui leur sont propres. Donc après, il y a aussi la prise en compte de la sensibilité des animaux de consommation lors de leur transport, puisque les animaux sont énormément transportés, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et cette réglementation comprend leur déplacement, mais aussi le chargement et le déchargement entre les moyens de transport, qui peut être par bateau, par train, par avion ou par camion. Donc là, c'est le Code rural et de la pêche maritime et un arrêté de 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport. On a aussi un règlement et une convention européenne. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais toutes les mesures doivent être prises pour limiter le stress de ces animaux et préserver leur bien-être et leur santé. Donc on va déjà évaluer l'aptitude des animaux au transport par le conducteur. Donc les animaux malades ne peuvent pas être transportés. Ils peuvent par contre être euthanasiés si besoin en cours de transport. Les moyens de transport et équipements de chargement doivent être adaptés aux animaux. Donc il y a pas mal de dispositions comme ça. Normalement, on n'a pas le droit de les frapper, de donner des coups de pied, de les traîner par terre. On ne peut pas utiliser des aiguillons, cette espèce de grosses aiguilles pour les faire avancer. Par contre, la pile électrique, elle peut être utilisée sur les bovins et porcins adultes, sur les muscles de l'arrière-train, et à condition que l'animal ait de la place pour avancer devant, ce qui paraît un peu logique, mais c'est quand même précisé. Donc par exemple, on a aussi des normes sur la densité. Le cheval transporté par route ou par bateau doit avoir 1,75 m² par cheval. Donc ça fait du 0,7 sur 2,5 mètres. Il y a aussi des dispositions sur la durée du transport. Donc là, vous le verrez, là encore, le principe, c'est 8 heures. Les exceptions, ça peut aller, par exemple, pour les porcs jusqu'à 24 heures, à condition qu'ils disposent d'eau en permanence. Pour les équidés domestiques, ce sera 24 heures. Pour les bovins, ovins et caprins, c'est une période maximale de 14 heures. Mais les durées peuvent être allongées de 2 heures quand on arrive à proximité du lieu final. Voilà. Donc c'est le principe 8 heures, mais avec des exceptions applicables. Donc là, on arrive au plus intéressant, la sensibilité de l'animal lors de son abattage. Donc les abattoirs, c'est défini comme un lieu où les animaux d'élevage sont abattus. Leurs produits sont préparés en vue de leur consommation et ça inclut également des dispositions sur l'hébergement des animaux, donc dans les installations d'abattoirs. Donc en France, il y a 275 abattoirs de boucherie, 700 abattoirs de volailles et de lapins. Il y a 1 milliard d'animaux abattus par an en France. Pour les poissons, alors là on compte en tonnes.
Donc les chiffres de 2012, c'est 91,3 millions de tonnes d'animaux marins capturés, ce qui fait, d'après l'organisation fishcount.org, ça ferait environ entre 970 et 2740 milliards de poissons capturés par an. Donc c'est des chiffres complètement... Donc voilà, la réglementation applicable aux abattoirs, elle est issue, encore une fois, des règles communautaires, du code rural et de la pêche maritime, et de la réglementation des installations classées, puisque ce sont des ICPE, en raison des dangers et des risques qu'ils représentent pour l'environnement et la santé en général. Donc là, je vous ai mis la définition donnée par le code rural. Donc c'est tout établissement qui doit être agréé par le préfet, utilisé pour l'abattage ou exceptionnellement la mise à mort sans saignée, des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux. Donc c'est une définition plutôt large. Donc il faut déjà un agrément sanitaire par le préfet, une formation et une qualification du personnel, la désignation d'un responsable bien-être animal titulaire d'un certificat de compétence, mais je préciserai là-dessus que c'est un salarié de l'abattoir, donc son indépendance n'est pas forcément garantie, ou en tout cas sa liberté d'action. Normalement, c'est contrôlé par les DDPP, et il y a des techniques d'étourdissement qui sont autorisées. Donc là, ça reprend un petit peu ce que nous disait Aloïs sur les méthodes d'abattement des animaux d'expérimentation, donc le pistolet à tige perforante, l'électronarcose, le dioxyde de carbone. Donc on voit qu'il y a pas mal de normes. En fait, toute la réglementation applicable aux animaux de consommation pendant leur élevage, transport, abattage prend en compte cette nécessité de protéger leur bien-être. Aujourd'hui, on se rend compte à travers de vidéos, d'images qui nous parviennent grâce au travail des associations notamment. On peut se demander, est-ce que réellement ces normes sont suffisantes ou pas pour garantir leur bien-être ? La réponse, à mon sens, est non. Donc, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les évolutions possibles, puisque la réglementation actuelle, elle est assez ancienne, je dirais, elle date des années 1970. Donc, il faudrait peut-être l'actualiser aujourd'hui. Elle est jugée très insuffisante par les consommateurs, par exemple, par les associations. Elle tend aujourd'hui à évoluer grâce à cette prise de conscience globale de la société et une volonté également du consommateur un petit peu de connaître ses conditions d'élevage. Donc aujourd'hui, on a par exemple le 28 janvier 2020 une annonce de Didier Guillaume qui nous dit qu'il va prendre plusieurs mesures pour améliorer ce bien-être animal, comme l'interdiction de la castration à vif des porcelets et le broyage des poussins d'ici la fin 2021. Donc aujourd'hui, il y a des recherches pour éviter le broyage des poussins qui ne sont pas nécessaires dans les élevages de poules pondeuses, puisqu'il ne faut que des poules. Il y a la loi Egalim aussi de 2018 qui prenait plusieurs mesures pour lutter contre la maltraitance animale. Donc je vous ai listé les principales. Il y a l'extension du délit de maltraitance en élevage aux activités de transport et d'abattage. Le doublement des peines, donc ça passe de 6 mois à 1 an, 15 000 € d'amende. Les associations de protection animale peuvent se porter partie civile sur ces questions-là. Désignation obligatoire d'un responsable de la protection animale dans chaque abattoir, donc avec un statut peut-être un petit peu plus indépendant. Le statut de lanceur d'alerte des employés, donc là ils sont un petit peu plus sécurisés. Interdiction de la mise en production de tout nouveau bâtiment d'élevage de poules pondeuses en cage. Donc là encore, on attend le décret d'application. Et l'expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs qui serait volontaire. Donc on en a énormément parlé de cette mesure. Donc aujourd'hui, on va mettre en place un dispositif de contrôle par vidéo, surtout des postes de saignée et de mise à mort, à titre expérimental sur la base du volontariat pour une durée de 2 ans. Les dispositifs d'abattoirs mobiles vont également être expérimentés sur une durée de 4 heures, ce qui permettrait en fait d'éviter les transports et la souffrance inhérente à ces transports-là. Et on a également des engagements des différentes filières concernées pour faire évoluer leurs pratiques. Elles ont bien compris qu'aujourd'hui, le consommateur veut savoir plus et veut que les animaux soient mieux traités, en tout cas pendant ces différentes phases. Donc, par exemple, le plan de la filière équine pour une amélioration des conditions d'abattage des chevaux
va mettre en place un guide de bonnes pratiques pour 2022. Donc aujourd'hui, il est en cours de rédaction et on verra à la fin ce que ça pourra donner. Il y a aussi une stratégie ministérielle en faveur du bien-être animal 2016-2020. Donc là, je pense que la prochaine sera en cours, doit être en cours de préparation. Il y a un plan national adopté en 2016, renforcé en 2018, avec 20 actions prioritaires en faveur du bien-être animal. Donc on voit que le gouvernement se saisit quand même énormément de cette question et qui vise à replacer le bien-être animal au centre des pratiques d'élevage. Et on parle d'ailleurs de la transition agroécologique pour ces raisons-là, de mieux prendre en compte aussi bien les questions environnementales, de santé humaine, mais également de bien-être animal et de durabilité. On va essayer de concilier tout cela, sans oublier évidemment le côté social et économique de ces activités. Il y a une stratégie depuis 2017 aussi qui vise à arrêter la codectomie, donc l'écourtage, l'ablation de la queue dans les élevages de porcs. Je préciserai que cette pratique est normalement interdite depuis 1994. Elle est quand même énormément pratiquée aujourd'hui. Enfin, c'est une pratique très courante. Voilà, donc on va passer aussi sur une meilleure information du consommateur quand il achète ce genre de produit. Et pour l'instant, on a des labels étatiques qui sont mis en place. Donc il n'y a pas d'étiquetage spécifique au bien-être animal aujourd'hui. Mais il y a certains signes officiels, par exemple comme œufs de poule élevés en plein air, qui permettent aux consommateurs d'avoir une certaine information sur la façon dont a été élevé l'animal. Donc on va essayer de mettre en place un étiquetage similaire à ce qui existe déjà pour les œufs. Vous savez, 0, 1, 2, 3. Le 0 étant une poule élevée sous la méthode bio, en plein air, etc. Et le 3, c'est les poules élevées en cage. Donc tous ces labels, en fait, il y a d'autres labels un petit peu indépendants comme le porc français. À l'origine, c'était juste pour dire que ce label signifiait que le porc était français, donc d'origine française. Aujourd'hui, ils vont essayer d'étudier pour intégrer les critères relatifs au bien-être dans ces labels-là. Et puis là, évidemment, on ne va pas passer à côté de l'annonce le 29 septembre 2020 sur des mesures aussi bien sur la faune sauvage, mais évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est surtout l'interdiction d'ici à 5 ans des élevages de visons d'Amérique pour leur fourrure. Donc aujourd'hui, il y a 4 élevages en France. Il y a environ 10 000 visons pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros annuels. Et donc là, le gouvernement a prévu une enveloppe de 8 millions d'euros pour aider les éleveurs à se reconvertir. Donc on ne les laisse pas non plus sans rien. Et puis il y a évidemment le premier référendum d'initiative partagée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, je vous invite à le signer dès aujourd'hui parce qu'il nous faut 4,7 millions de signatures et nous en sommes à 830 000 à peu près inscrits aujourd'hui. Et on a 141 parlementaires et il nous en faut 185, donc on y est presque. Et on espère que ça va passer. Voilà. Merci beaucoup.